années 80, j'avais rien contre l'islam. Dans les années 80, j'étais plutôt un militant de gauche, syndicaliste. J'ai envie de dire que j'avais plus tendance à dire croix, croix et à bas la calotte que d'être vigilant sur l'islam, tout simplement parce que dans les années 80, il n'y avait pas de problème en France avec l'islam, tout simplement. Et que moi, ça a été un ensemble. J'ai pas envie de vous expliquer ce que j'ai contre l'islam en faisant de la théologie. Je suis pas un théologien, ni de parler des textes sacrés, mais plutôt de la réalité et de l'évolution de la France en 30 ou 35 ans, ce qui m'amène à cette prise de conscience. C'est-à-dire que dans les années 80, les premières alertes, c'est quand même la victoire de l'ayatollah en Iran. L'ayatollah, tout le monde se moque de lui en disant c'est quand même nous les Français qui l'avons hébergé, qu'est-ce qu'on est bon, hein, et tout le monde se moque de lui en disant bon c'est une vieille baderne, il ne va pas durer très longtemps. L'ayatollah explique en 80, nous exporterons l'islam partout dans le monde. Et à l'époque, tout le monde ricane. Tout le monde ricane, mais moi qui suis syndicaliste à l'époque, je constate quand même tous les ans un spectacle qui ne me plaît absolument pas, comme syndicaliste, comme homme de gauche. C'est-à-dire que vous avez tous les ans les militants de l'ayatollah Khomeini qui mettent devant une trentaine de voilés et pendant des heures et des heures, vous avez les barbus derrière qui crient en levant le bras « Vive l'imam Khomeini !» Et ça dure des heures et des heures. Et très franchement, voir ce spectacle, voir toutes ces voilées, tout en noir, même en plein soleil, on est le 1er mai, ça m'exaspère. Et vous avez régulièrement les féministes iraniennes réfugiées en France qui crient « Vive la révolution des femmes en Iran ». Et qu'est-ce qui se passe? Évidemment, les religieux ne supportent pas. Ça se termine régulièrement en bagarre rangée. Et à l'époque, la gauche n'était pas encore aussi collabo qu'elle l'est maintenant. À l'époque, les services d'ordre de gauche, on va dire, règlent le problème et font fuir Manu Militari les militants de l'ayatollah Khomeini. La deuxième expérience, c'est 1989 et c'est l'affaire du Creil. C'est l'affaire du voile de 3 fillettes à l'école de Creil. Et là, moi, c'est une première coupure importante avec ce qui est mon camp, la gauche. C'est-à-dire que pour moi, les choses sont claires. C'est une offensive d'une religion contre la laïcité. L'école est quelque chose de neutre. Et je suis convaincu, c'est des socialistes qui sont au pouvoir, je suis convaincu que les socialistes vont dire hors de question, pas de provocation comme ça, on n'accepterait pas une croix, on n'accepterait pas une kippa à l'école, on ne va pas accepter le voile. Ça ne se passe pas tout à fait comme ça, c'est même tout à fait le contraire. Et donc vous avez un discours prétendument antifasciste qui vous raconte que s'opposer au voile à l'école, c'est faire le jeu du Front National. Et donc, on vous fait un discours relativiste en vous disant qu'il faut laisser que l'essentiel est que ces jeunes filles continuent à aller à l'école et que finalement, si on laisse, le temps fera son œuvre et que le jean se substituera au voile. Pour moi, première énorme trahison de la gauche en 1989 qui me pose plus que des problèmes, même si à l'époque je suis syndicaliste et que j'ai d'autres priorités que ça, mais là vraiment, moi je ne pardonnerai jamais ça. Après, vous avez ce qu'on appelle les années noires en Algérie, c'est-à-dire que vous avez les islamistes qui essayent de prendre le pouvoir en Algérie. C'est un massacre, c'est entre 150 000 et 200 000 morts entre 1990 et l'an 2000, beaucoup plus que le colonialisme français, donc on accuse de tous les maux aujourd'hui. Donc, et vous avez le gouvernement français, encore socialiste, qui accorde l'asile politique aux islamistes. Puisque la règle de l'asile politique, c'est que pour avoir l'asile politique, il faut être persécuté par un État. Et donc les islamistes vous racontent qu'ils sont persécutés par l'État, par le FLN, et donc ils demandent l'asile politique en France. Les socialistes le leur accordent, et bien évidemment, les militants islamistes font leur travail de militants islamistes. C'est-à-dire qu'ils islamisent les quartiers, ils islamisent les banlieues. Pour moi, le troisième choc qui vraiment va nourrir mon engagement contre l'islam, je dis bien contre l'islam, c'est en 2003, et c'est au congrès de l'UOIF qui se déroule tous les ans au Bourget. Vous avez donc à l'époque Nicolas Sarkozy, et Nicolas Sarkozy est ministre de l'Intérieur d'un gouvernement présidé par Jacques Chirac. Nicolas Sarkozy, qui est un communautariste, accorde énormément de dérogations particulières aux disciples de l'islam.
Notamment, il leur raconte des carrés musulmans dans les cimetières. Il leur laisse entendre qu'après tout, le financement des mosquées, on pourrait peut-être regarder, on peut s'entendre. Naturellement, il leur offre le Conseil français du culte musulman. Mais Sarkozy, malgré tout, fait une petite piqûre de rappel. Il explique aux musulmans dans la salle, alors là, je vois qu'ici, on est dans une salle qui est séparée en deux. Je vois horreur qu'il y a des hommes et des femmes qui sont ensemble de ce côté-là, et qu'il y a aussi des hommes et des femmes qui sont ensemble de ce côté-là. Au Bourget, c'est pas du tout comme ça. Au Bourget, vous avez rien que des femmes de ce côté-là, voilées à 90%, et vous avez rien que des hommes de ce côté-là, majoritairement barbus, on ne se mélange pas. Et donc, Sarkozy fait la piqûre de rappel et dit... Nous sommes dans une république laïque, c'est pas grâce à lui, nous sommes dans une république laïque, et dans une république laïque, les femmes musulmanes doivent respecter les règles, et donc pour les photos d'identité, vous devez retirer votre voile. Je vous mens pas, le ministre de l'Intérieur de la France est sifflé 12 minutes. Je ne sais pas si vous voyez ce que signifie une bronca de 12 minutes, encouragé naturellement par tous les chefs de l'UOIF assimilés aux frères musulmans. Et moi, je vois ce spectacle, Sarkozy fait front courageusement, il ne recule pas. Moi, je vois ce spectacle, je me dis, mais enfin, c'est pas possible, je me reconnais toujours à l'époque dans les valeurs de la gauche, mais j'ai pas le réflexe totalement stupide, pavlovien, de dire, c'est bien fait pour Sarkozy, c'est un salopard de droite, il se fait siffler, tant mieux, il l'a cherché et tout. Pour moi, c'est pas Sarkozy qui est sifflé, c'est la France laïque, c'est la France républicaine, c'est nos lois de séparation de l'Église et de l'État, c'est la France qui est sifflée. Et donc, j'essaye de contacter des camarades de gauche en disant ce qui s'est passé est grave. Aux abonnés absents. Personne n'accepte, sous le prétexte que c'est Sarkozy, sous le prétexte qu'il ne faut pas stigmatiser les musulmans, personne n'accepte de mener la campagne qu'il faut. Et moi, à partir de là, je dois avouer qu'on est en 2003, mon engagement contre l'islam commence à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on mène une campagne contre le... Alors, on est faux cul, on va l'admettre, c'est-à-dire qu'on mène une campagne contre le voile à l'école. Soyons clairs, depuis 89, il y a 2000 voiles dans les écoles publiques. Il y a des dizaines et des dizaines d'équipes d'enseignantes qui sont confrontées à ces provocations et personne ne légifère. Nous, on demande à légiférer, mais pour vous dire comment il faut être subtil dans ces situations dans la France de 2003, on sait pertinemment que si on demande une loi contre le voile islamique à l'école, on va se faire traiter d'islamophobe, on va se faire traiter de raciste, on va se faire traiter d'extrême droite et tout. Donc on demande une loi contre tous les signes religieux. Les signes religieux, on sait que le seul qui pose problème, c'est le voile. On demande une loi contre tous les signes religieux, et la loi passe, et donc en 2004, c'est un gouvernement de droite qui fait une loi. Et je dirais que depuis 13 ou 14 ans, je vois l'avancée de l'islam, et j'estime que ce dogme, je reviendrai, qui n'est pas une religion, ce dogme représente une menace pour nos libertés, une menace pour nos principes, et je considère que l'engagement de ma vie aujourd'hui, c'est de lutter pour que l'islam ne s'impose pas dans nos pays. Je vous remercie pour cette première partie. Bonsoir à tous. Alors, cette question qui a introduit notre débat, à savoir quel est mon problème personnel avec l'islam, d'abord, il faut savoir ce que c'est l'islam. L'islam, conceptuellement, pour la diplomatie dans l'agora, l'agora politique et sociale dans nos sociétés occidentales, c'est une religion. Il y a l'étiquette religion. En réalité, c'est un ordre politique et juridique. L'islam, c'est des lois, c'est des interdits, c'est des obligations. Et l'idée, c'est de savoir qu'est-ce que l'islam, tout simplement par nature. Alors, on a de la chance, puisque exégétiquement, c'est assez facile de définir ce qu'est l'islam, plus que les autres religions, selon moi. Parce que la totalité des musulmans sur la planète, qui sont les individus les plus divisés au monde, alors qu'ils sont censés appartenir à la même religion sur à peu près tous les sujets, s'accordent au moins sur un point, c'est la shahada, c'est l'idée qu'il n'y a Dieu qu'Allah et que Mohammed est son prophète, mais surtout l'idée que le Coran, ce corpus, ce récit oral qui est devenu un livre, du début à la fin, de la première à la dernière phrase, a pour auteur Dieu lui-même. Et donc pour moi, j'estime, et je crois qu'aucun musulman sensé ne peut me contredire, que c'est au livre du Coran de définir ce qu'est l'islam
et ce que l'islam n'est pas. Donc pour répondre à cette question, c'est quoi ton problème, Majid, avec l'islam? Indirectement, je dois vous dire, c'est quoi mon problème avec le Coran, puisque c'est le Coran qui est habilité à pouvoir dire ce qu'est ou non l'islam, plus que quiconque, plus que n'importe quel théologien profane qui est venu après le prophète Mohammed trépassé, plus que n'importe qui. Alors pour que vous puissiez comprendre quel est mon problème avec le Coran, il faut que vous compreniez quel problème le Coran a avec moi en fait. Et le Coran, c'est un guide juridique univoque et très clair qui est à la fois liberticide, il criminalise la liberté de penser, il est à la fois esclavagiste et il est à la fois misogyne. Et les lois de ce livre qui maltraitent les femmes, qui sont esclavagistes et surtout qui condamnent et persécutent le libre penseur, qui ne pense pas qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son prophète, ce sont des lois qui sont censées être valables en tout temps, en tout lieu, jusqu'au jour du jugement dernier, qui n'ont pas de frontières temporelles ou de frontières géographiques sur la planète Terre. Les lois d'Allah sont censées être impérieuses et valables partout sur Terre. C'est une religion universaliste et c'est surtout un totalitarisme universaliste. Moi, ce que je reproche à l'islam, c'est justement qu'il a des lois qui se mêlent des libertés individuelles de gens qui ne leur ont rien demandé. Ça se vérifie très bien dans le monde musulman. Moi, je suis un essayiste, j'ai écrit mon livre « Il était une fois l'islam ». Mon but, c'est d'essayer de convaincre les gens que l'islam est un danger avec une méthodologie originale, puisque moi, j'ai fait une critique technique et juridique des fondements même de la religion islamique. J'ai été musulman les 18 premières années de ma vie, et je crois que c'est la méthode la plus efficace pour arriver à faire comprendre aux gens quel est le danger de l'islam, et surtout pour arriver à essayer de réveiller les musulmans. Et il m'apparaît personnellement, en tout cas, que si vous voulez, en fait, c'est une phrase que je dis souvent, c'est en fait l'islam pour moi c'est pas intéressant, mais on est obligé de s'y intéresser parce que le verre est dans la pomme, parce que nos sociétés occidentales s'islamisent d'un point de vue démographique. Et les problèmes, ça ne se fuit pas indéfiniment. À échelle locale, il y a des Français qui sont nés dans des quartiers qui n'ont pas toujours été islamisés ou dans des villes qui n'ont pas toujours été islamisées. Ils se contentent de fuir ces zones et d'aller vivre ailleurs, dans des zones moins islamisées. Mais la France s'islamise de plus en plus. Officiellement, ça fait 25 ans que les médias nous racontent que les musulmans sont 5 à 7% de la population. À un moment donné, ça a du mal à tenir dans la mesure où ils ont une démographie assez vive, dans la mesure où on importe massivement des gens. Les pays qui ont le plus de visas pour faire venir des gens en France, c'est l'Algérie, le Maroc, la Turquie. Il y a une endogamie ethno-religieuse, il y a tellement de musulmans qui font venir leurs futures femmes de leur pays d'origine, ils font plus d'enfants que quiconque. À un moment donné, moi j'ai parlé à des politiciens français qui ont déjà demandé à me rencontrer, je leur ai demandé, dites-moi les chiffres officieux, ils sont combien de pourcents dans la population française les musulmans? Ils s'accordent pour me dire environ 20%, ce qui est assez effarant quand même. On est loin des 5 à 7% éternels que le système essaie de nous matraquer avec de la propagande. Et en tout cas, moi j'ai remarqué une constante, et je vais conclure là-dessus par rapport à cette question, c'est qu'en fait, il n'y a pas forcément besoin de connaître les fondements religieux même de l'islam. Moi je m'y suis intéressé, je les ai étudiés avec une méthodologie originale pour essayer de convaincre les gens, mais à un moment donné, il y a juste à faire des constats cliniques. Moi je suis agnostique, mais je vous dis, jugez un arbre à ses fruits. C'est bizarre, mais il y a des pays dans le monde, des pays musulmans, ça fait des siècles qu'ils sont majoritairement peuplés de musulmans, la force culturelle dominante qui y règne, c'est l'islam. À un moment donné, on a le recul suffisant pour y faire des constats. Quels sont les pires pays au monde où vivre quand on est une femme? C'est tellement évident que ce sont les pays musulmans. Quels sont les pires pays au monde où vivre quand on veut être un libre penseur? C'est les pays musulmans, notamment quand on s'émancipe de la religion officielle d'État, l'islam. Quels sont les pires pays au monde quand on veut simplement aimer librement la personne qu'on a choisi d'aimer? C'est les pays musulmans. À un moment donné, il y a un hasard beaucoup trop récurrent pour un simple événement censé être fortuit et aléatoire. C'est bizarre, mais si le Dieu des musulmans, comme le prétendent les musulmans, qui pensent que c'est notre Dieu à tous, a créé une religion censée être de paix, d'amour et de tolérance, force est de constater que c'est un Dieu particulièrement inique, inefficace et nul, puisque ce Dieu s'acharne à ce que la totalité des pays musulmans dans le monde propage l'exact contraire de son objectif matérialisé dans des lois, dans un corpus juridique et entre guillemets spirituel qui nous a inspirés, puisqu'apparemment les gens ont l'air de comprendre le total contraire de l'amour, de la paix, de la tolérance. Moi je me bats pour essayer de réveiller les gens dans mon pays, parce que la France,
qui est notre pays commun, est une démocratie. Et dans une démocratie, c'est la démographie qui décide. Et le jour où la majorité des habitants de la France sera musulmane, j'ai un principe de précaution, je me dis, je ne vois pas pourquoi l'islam de France marcherait, je ne vois pas pourquoi l'islam réussirait à créer en France ce qu'il n'a jamais créé nulle part partout dans le monde. Ça n'existe pas, le vivre ensemble avec l'islam. Il n'y a que du vivre à côté ou du s'entretuer ensemble. Moi, je crains ça et je veux alerter les gens avec l'intellect, pas avec les armes. On est encore majoritaire. Les Français, je rebondis sur une phrase qu'il a dit tout à l'heure, en parlant des Suisses majoritairement qui sont contre l'islam. On a surtout un problème, c'est que la majorité des Français qui ne veut pas de l'islam comme religion d'État, de la même façon que les Suisses, en fait, on est divisé sur des sujets secondaires et cosmétiques. Moi, parfois, je vois l'agora politique française comme deux personnes qui se disputent. Non, je te dis que la taxe, elle sera à 5%. Non, elle sera à 7%. Et pendant ce temps-là, ils ne voient pas qu'en second plan, il y a des mosquées qui poussent, il y a des migrants qui arrivent, il y a de l'immigration musulmane massive qui arrive. À un moment donné, si on veut se disputer sur des sujets secondaires, c'est très bien. Mais de savoir que la taxe Intel sera à 5 ou à 7%, ça ne change rien au fait que dans 50 ans, quand le pays de la France sera majoritairement peuplé de musulmans et qu'on aura peut-être un président qui estime que le livre du Coran, un livre misogyne, esclavagiste et ennemi de la liberté de penser, ou une majorité parlementaire, ou les deux, estime que ce livre est un livre divin, juste, salutaire et utile, nécessairement, ça aura un impact sur la politique, sur l'horizon politico-social qui va être dicté aux Français. Et moi, je veux essayer d'alerter mon peuple avant qu'il ne soit trop tard. Et si on échoue, au moins je pourrais me regarder dans un miroir et me dire j'aurais essayé. Mais je suis persuadé qu'on n'échouera pas. On va essayer en tout cas. Alors comme nous sommes en autogestion, donc je rebondis donc sur cette introduction de Majid pour essayer de préciser donc clairement ce qu'est l'islamisation de la France et plus largement l'islamisation de l'Europe. Majid évoquait le nombre. C'est bien évident que le nombre est déterminant. Le nombre est déterminant. Vous pouvez estimer, je l'entendais parler de 20%. Pour dire les chiffres, en 1998, on estimait qu'il y avait 4 millions de musulmans. Je dis bien en 1998. Depuis les années Sarkozy, on est à 200 000 nouveaux venus officiellement en France tous les ans, majoritairement musulmans. On peut penser avec la fécondité. Aujourd'hui, vous avez une enquête qui a été faite, je ne me souviens plus du nom de l'enquêteur, mais c'est pas grave, qui vous raconte en 2016 qu'il n'y aurait que 3 à 4 millions de musulmans en France. 3 à 4 millions de musulmans. Cette enquête vous raconte, et les journalistes collabos vous disent, voyez, c'est rassurant. Il n'y aurait que 29% de ces 3 à 4 millions de musulmans qui seraient favorables à ce que les lois de la charia soient supérieures aux lois de la République. Et ils vous disent, ça veut bien dire qu'il y a 71% de musulmans qui sont donc profondément laïcs et républicains. Il y a des mauvaises langues qui disent ou qui sont profondément menteurs, mais regardons quand même ce chiffre, rien que ce chiffre, sur les chiffres mensongers qu'il nous donne. 29% de musulmans qui disent que les lois de la charia sont supérieures aux lois de la France et aux lois de la République, ça fait 1 million. Ça veut dire, si on veut savoir ce que parler veut dire, que 1 million sont prêts à la guerre sainte, ce que demandent les textes sacrés, pour imposer les lois de l'islam. 1 million sur des chiffres tronqués. Si nous écoutons les chiffres de Majid, 20% de 60 millions, on n'est plus tout à fait au même chiffre, on est à 12 millions. Si on considère que 1 sur 4, et on est gentil, est prêt à imposer par la violence la charia à la société française, on arrive à plus de 3 millions. L'islamisation de la France, c'est aussi le poids de la communauté musulmane sur les élections. Vous êtes un petit maire, vous avez 5000 habitants. Sur les 5000 habitants, vous avez 1000 musulmans. On est dans les 20%. Vous avez 1000 musulmans, vous allez avoir le cinéma, vous allez avoir la demande de la mosquée, vous allez avoir la demande de dispositions particulières pour la fête des écoles à la fin de l'année, on va vous demander de la viande halal. Vous allez avoir un ensemble de demandes, de revendications communautaristes religieuses. Le maire, il fait quoi? J'excuse pas les maires collabos, hein. Mais le maire, il fait quoi? Parce que les musulmans, c'est pas stupide. Les musulmans vont voir tous les partis politiques.
et leur disent on est nombreux, on pèse 20%, on va voter pour celui qui est le plus compréhensif par rapport à nos particularités. Et donc ça veut dire qu'il y a une pression politique sur les élus énorme, qui se traduit notamment dans les élections nationales. On sait tous qu'en France, Hollande a été élu par le survote musulman, puisque les sondages officiels, l'Opinion's Way, vous disent que 93%, je ne sais pas si vous voyez, on n'est plus du tout on est vraiment dans le vote bloqué, le vote communautaire de style américain d'ailleurs. 93% des musulmans ont voté Hollande. Comme il suffisait de regarder en 2007 les études dans les quartiers quand vous aviez Sarkozy et Ségolène Royal, vous constatiez que Ségolène Royal faisait des votes extraordinaires dans les quartiers et que vous aviez des participations aux votations, je crois que vous appelez ça comme ça, ou les votations, vous aviez des participations énormes. Donc, pour dire l'islamisation de la France, c'est déjà le nombre. Et puis après, c'est les symboles, c'est les mosquées qui sont naturellement complètement autre chose que des églises, mais les mosquées qui sont des méribis, où le musulman apprend à respecter les lois de l'islam avant les lois du pays d'accueil. Vous avez naturellement les profusions de voiles, portées par des gamines de plus en plus jeunes. Vous ne connaissez peut-être pas encore ça en Suisse, parce que je crois que chez vous, l'abattage rituel est interdit. Chez nous, l'abattage rituel, je crois savoir, chez nous, l'abattage rituel, qui n'était normalement qu'une exception, est devenu la règle. Ce qui signifie que, alors que les musulmans, si on écoute Majid, sont 20%, vous avez 60% des Français qui mangent halal. Tout simplement parce que pour des raisons économiques, les abattoirs préfèrent abattre d'une façon halal et découler l'ensemble de la marchandise. Vous avez dans les entreprises, par exemple, la France est le pays de la laïcité, la France est le pays de la séparation du religieux et du politique. Vous avez dans les entreprises, vous avez maintenant dans des salles de prière, vous avez dans les entreprises, à l'occasion du Ramadan, vous avez des dérogations avec les horaires. En gros, les non-musulmans font le travail des musulmans, soyons clairs. Vous avez des chiffres à la RATP qui sont absolument épouvantables, y compris au niveau de la sécurité. Vous avez dans les hôpitaux, vous connaissez tous, le refus de la mixité. Bref, de plus en plus, l'islamisation de la France, ça signifie concrètement qu'un État dans l'État s'implante, qu'un État dans l'État qui impose des règles qui sont différentes que celles de la loi commune des hommes est en train de progresser et que quelque part, ce que nous appelons le cancer islamique est en train de ronger tout ce qui faisait nos acquis, nos spécificités, nos libertés, la fierté de notre civilisation, et que deux pouvoirs se font face qui sont incompatibles. Alors, Youssouf Qaradawi, le gourou, on va dire, des frères musulmans, avait cette formule. Il expliquait que grâce à leur démographie, ils nous envahiraient, et que grâce à leurs principes coraniques, ils nous vaincraient. Je crois qu'on est très clairement dans ce message aujourd'hui, et donc je laisse la parole à Majid, puisque normalement, dans la prochaine partie, nous devons évoquer, lui et moi, les solutions par rapport à ce phénomène que je décris. Merci. Alors, qu'est-ce que l'islamisation de la France ? Je crois que peu importe le régime d'un pays, que ce soit un royaume, une démocratie, pour moi, un pays, il est quand même le reflet de sa population, malgré tout. C'est ce que j'appelle, moi, dans mon livre, la force culturelle dominante. Et un pays constitué de 90% de gens qui ont une religion particulière, des mœurs, des valeurs, normalement, ça va dicter l'ordre social, l'ordre culturel prééminent sur les intérêts de la société, sur les questions existentielles de la société. Et dans une démocratie comme la nôtre en France, c'est évident que la démographie, c'est évident en fait que plus la part de musulmans augmente en France, plus la part de leurs problématiques existentielles doivent être prises en compte par les politiciens, ça je peux tout à fait l'admettre. L'islamisation, moi je la vois de deux façons. D'abord populationnelle, on peut la voir dans les chiffres, le nombre de musulmans. Il a précisé plusieurs fois que c'est pas mes chiffres à moi que j'avançais, c'est bien des chiffres issus de rencontres avec des politiciens d'envergure nationale, mais je ne cite pas leur nom, c'était des réunions confidentielles pour parler de mon livre, ou alors ils voulaient des conseils ou me poser des questions sur le sujet islam. Et puis il y a aussi une islamisation par rapport à une adaptation législative, juridique
et également une adaptation, voilà, tout simplement par rapport à, disons, je sais pas moi, à des marqueurs sociétaux très précis qui relèvent de l'ordre du culturel et du social, qui relèvent de la discrétion du peuple. Et c'est vrai que moi je me rappelle quand j'ai 30 ans, quand j'étais jeune, il y avait un sapin de Noël dans l'école maternelle. Aujourd'hui, il n'y a pas de sapin de Noël, très peu dans les écoles maternelles publiques, de moins en moins en tout cas, parce que c'est devenu une offense envers la foi religieuse de certains. Je vous laisse deviner qui sont ces certains, voilà. Et aujourd'hui en France, il y a des comportements et des actions qu'on ne voyait pas avant. Aujourd'hui, quand vous mangez dans la rue en plein jour ou vous buvez en plein jour dans certains lieux de grandes métropoles ou à côté, vous avez des musulmans qui peuvent vous dire, vous agresser violemment en disant tu manges pas devant moi pendant mon ramadan alors qu'il fait encore jour, le soleil luit dans le ciel, tu me manques de respect. Je suis désolé, mais voilà, c'est un comportement. En France, il n'y a jamais un non-juif en France qui téléphonait ou conduisait sa voiture et qui, le jour de Shabbat, un juif lui a dit « tu manques de respect à mon Shabbat ». Ça, c'est jamais arrivé, ça relève de la science-fiction, là, ce que je raconte. Voilà, il y a des comportements, des petites persécutions du quotidien qu'on sent, une petite adaptation petit à petit. Pareil, les musulmans, en fait, ils votent de façon univoque, et nos politiciens aujourd'hui, voilà, pour eux, en fait, si vous voulez, les islamistes, parmi les musulmans, c'est eux en général qui aiment les représenter, et c'est eux en général qui sont très malins par rapport à la politique, au monde politique. Ils aiment faire du chantage électoral, et après tout, c'est la règle du jeu. Le problème, c'est que les Français à côté sont divisés sur des sujets secondaires et cosmétiques, et au final, les musulmans qui arrivent à être bien organisés, à être un bon lobby, les musulmans, pas tous, mais certains, dans certaines communes, arrivent effectivement à faire pression pour obtenir de la part de maires la déprogrammation d'un film voilà, qui va poser des problèmes au cinéma, ou alors voilà, le fait c'est des petites adaptations petit à petit, mais en fait, si vous voulez, c'est en fait, l'islamisation de la France, démographique et aussi au niveau des lois, c'est une révolution lente. En fait, en France, on a été habitué à la mythification de la Révolution française pratiquement du jour au lendemain. On est habitué au fait qu'il y a un héros pratiquement tout seul, voilà, qui peut guider vers la victoire, un De Gaulle ou ce que vous voulez. Et en fait, les Français sont habitués à ça, et du coup, beaucoup ne perçoivent pas l'idée qu'il peut y avoir des révolutions très lentes qui se font sur des années ou des décennies, et sur le fait que nous, le camp qui luttons contre l'islamisation de la France, il ne faut pas que tous on attende un héros providentiel parmi nous qui va sortir et qui va réussir à, entre guillemets, désislamiser la France. Et je veux insister sur un petit point. Mon problème par rapport à l'islam, c'est un problème par rapport à une idéologie. Je ne criminalise pas les musulmans. Pour moi, les musulmans, ils ont une foi. Et d'ailleurs, je fais pas partie de ceux qui veulent interdire la foi islamique en France. Ça n'a pas de sens de vouloir interdire une idéologie, c'est complètement idiot. Et c'est complètement idiot aussi de vouloir légiférer pour essayer de persécuter les gens pour ce qu'ils pensent. Je reproche au Coran d'être un ordre politico-juridique dogmatique qui veut criminaliser, et qui criminalise quand il le peut, quand il dirige politiquement, la liberté de penser des gens. C'est pas moi-même pour interdire l'islam pour faire la même chose, c'est-à-dire criminaliser la foi islamique. Après, l'idée, c'est de savoir comment on fait pour désislamiser la France, c'est-à-dire pour empêcher cette mainmise idéologique. Bien évidemment, un des moyens, c'est avant tout la démographie, puisque comme je l'ai dit au tout début de ma réponse, un pays est le reflet de sa population. Et moi, je pense que le jour où la population française sera majoritairement peuplée de musulmans, alors à ce moment-là, il y aura la capacité de cette majorité à pouvoir faire élire un président, un parlement majoritaire, qui déifie le Coran, qui estime que ce livre est juste, salutaire, utile, et là commencera le danger. D'ailleurs, un pays avec 50% de musulmans, 50% de non-musulmans, le vivre ensemble n'existe pas. À un moment donné, ça se ressent aussi sur le niveau de vie, voilà, le niveau, disons, de quiétude sociale des gens lorsqu'ils vivent ensemble, entre musulmans et non-musulmans, et aussi le niveau de sécurité des femmes qui se baladent dans l'espace public. Voilà, le vivre ensemble ne prend pas avec l'islam. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et je pense que Pierre sera d'accord avec moi, l'islam, si vous voulez, c'est pas seulement une culture différente de la nôtre, c'est une culture qui nous est antagoniste, c'est un modèle culturel qui nous est antagoniste, qui est contraire à nos valeurs. Et c'est là où il attaque nos valeurs. Un Français d'origine vietnamienne ou chinoise en venant en France, il peut apporter sa petite nuance en termes de mode de vie à sa francité, mais dans le fond, il est capable aujourd'hui, en théorie, à échelle macroscopique, voilà, de devenir un citoyen français comme les autres,
de bien réussir à s'intégrer. Et malheureusement, c'est plus difficile pour des musulmans qui estiment que le Coran est un livre divin, juste, salutaire, dans la mesure où, encore une fois, le Coran est antinomique à nos valeurs et à l'ordre politico-juridique qui défend nos libertés individuelles, en tout cas les miennes, qui me sont chères. Alors vous attendez tous ces divergences, parce que pour le moment c'est tout consensuel. Donc on va rentrer un petit peu dans les divergences. On a la même couleur de chemise. Entre autres. Bon, moi je rappelle quand même cette phrase de Michel Onfray. Michel Onfray expliquait sur un plateau de télévision que selon lui, d'ici une 50aine d'années, la France, mais aussi l'Europe, avec la démographie et la politique migratoire qui est menée, c'était avant le problème des clandestins, donc il disait ça. Il pensait que d'ici 50 ans, la France et l'Europe seraient sous domination musulmane, et ça lui paraissait une finalité absolument incontournable. Ce qui est déjà invraisemblable, c'est que cette phrase de Michel Onfray, qui est quand même une référence, n'a fait l'objet d'aucun débat, dans aucun média, dans aucun parti politique. En gros, Michel Onfray a bu trop de cidre quand il a dit ça, vu qu'il est normand, ou ce qu'il dit c'est vrai. Et si c'est vrai, est-ce que c'est bien? Est-ce que ça pose un problème? Après tout, peut-être que c'est bien qu'on arrive à la fin d'une civilisation et qu'on arrive à une autre, on peut en discuter. Aucun débat. On est dans une histoire, moi je vois, si Michel Onfray a raison, je crains que 50 ans ce soit même très optimiste. Si Michel Onfray a raison, il y a 3 scénarios. Le premier scénario, c'est que les Français, et peut-être l'ensemble des Européens, se laissent islamiser et se laissent imposer le dogme musulman sans se battre, et deviennent des dhimmis. C'est pas un scénario impossible. Il y a un deuxième scénario qui est possible, c'est qu'une guerre... Moi, j'aime pas le mot guerre civile, parce qu'une guerre civile, pour moi, c'est l'Espagne. C'est-à-dire, en 1936, vous avez ce qu'on appelle des fascistes franco, et vous avez des communistes, qu'on appelle des républicains, qui se livrent pendant 3 heures à un combat sans concession, 1 million de morts. C'est 2 parties d'un même peuple qui se battent. Une guerre civile, c'est pas avec les musulmans. Les musulmans ne font pas partie de notre peuple. Les musulmans ne font pas partie de la France. Les musulmans ne font pas partie de l'Europe. C'est une force d'invasion qui a été décidée à partir de 1973, et j'encourage tout le monde à bien lire les œuvres de Batiéor ici présentes pour bien comprendre comment ça s'est passé en 1973. Donc les musulmans ne font pas partie de notre civilisation, ce n'est pas une guerre civile, c'est une guerre de reconquête. Je trouve que c'est important de faire cette précision. Si c'est une guerre de reconquête, il y a 2 solutions, on la gagne, on la perd. Moi je vais partir sur qu'est-ce qu'il faut faire pour la gagner. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour la gagner? Moi déjà la première chose, et ça sera la première divergence très 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 sérieuse avec Majid, moi je pense qu'il faut interdire l'islam. Et j'ai aucun problème pour dire que c'est une décision inefficace, que c'est une décision liberticide et qu'en interdisant l'islam, on se met quelque part au niveau des totalitaires qui eux-mêmes sont dans l'interdiction. Moi, je vais citer un exemple qui va peut-être vous paraître un petit peu provocateur, voire un petit peu comique. Je vais en citer 2. Il y a des dogmes qui sont interdits. Aujourd'hui, le nazisme est interdit dans l'ensemble des pays occidentaux. Et tout simplement, le nazisme est interdit parce que nos dirigeants, les peuples, ont vu ce que ça donnait quand ils étaient au pouvoir. Et je crois que le résultat de ce qui s'est passé entre 1933 et 1945 a fait comprendre que le principe des précautions, c'était peut-être interdire le nazisme. Supposons que nous soyons dans une planète où vous ayez encore 1 500 000 cannibales. Je dis ça, c'est pas provocateur. Supposons que vous avez 1 500 000 cannibales. Ils sont dans un pays qui s'appelle la cannibalie. Moi, qui se bouffent entre eux, j'ai presque envie de dire, c'est peut-être un petit peu barbare, mais c'est le problème des cannibales entre eux de régler ça, et c'est peut-être le problème de ceux qui préfèrent être végétariens de battre les cannibales. Mais si les cannibales viennent sur notre territoire et entendent imposer leurs principes, leurs dogmes, je n'ai aucun problème à interdire le cannibalisme par principe de précaution et pour sécuriser le bien-être des nôtres. Eh bien, je considère l'islam, c'est pareil. Je considère que l'islam, à partir du moment où nous avons vu dans les constats que nous faisons avec Majid ce que sont les objectifs de l'islam et ce que sont les objectifs des disciples de l'islam, nous avons un devoir de précaution, et moi encore plus
avec les événements de ces derniers mois et de ces dernières années, je ne vois pas où serait le problème dans les pays occidentaux d'interdire toute visibilité et tout prosélytisme de l'islam. Interdire toute visibilité et tout prosélytisme de l'islam, ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne ferme pas seulement les mosquées radicales, on ne ferme pas seulement les mosquées salafistes, on ferme les mosquées, point. On sait très bien, Majid le sait mieux que moi, qu'un musulman n'a pas besoin d'une mosquée pour prier. Il peut prier chez lui. Il a le droit de prier chez lui. Je veux dire, on n'est pas des totalitaires, on ne va pas faire Big Brother, on ne va pas mettre des caméras chez les gens. Il prie chez lui s'il veut, il honore le Dieu qu'il veut, mais chez lui. À l'extérieur, il n'y a plus de lieux, il n'y a plus de lieux de culte musulmans, on ferme toutes les mosquées. La deuxième chose, nos gouvernements nous disent on est en guerre. C'est intéressant, on est en guerre, ils oublient toujours de dire contre qui. On est en guerre contre le terrorisme, on est en guerre contre Daesh, on n'est pas en guerre contre l'islam. Or, c'est pourtant bien l'islam qui nous fait la guerre. Si on est en guerre contre l'islam, on s'arrange pour gagner la guerre. Et pour gagner la guerre, on prend les décisions qui aident à gagner la guerre. Par exemple, est-ce qu'on considère que le voile islamique, c'est qu'un fichu sur la tête? Ou est-ce qu'on considère que c'est l'offensive d'une religion, d'un projet politico-religieux, qui dit très clairement que l'islam occupe le territoire, occupe l'espace public, et qui envoie un message totalement antagonique à nos valeurs, à savoir la femme musulmane n'est réservée qu'à un musulman, mais surtout pas à un infidèle, et surtout pas à quelqu'un membre d'une autre religion. Ça, c'est contradictoire avec nos valeurs. On ne peut pas continuer à autoriser le voile islamique, encore plus si on est en guerre avec eux. Le halal, il faut régler l'affaire. Le halal, on ne va pas raconter qu'on autorise le halal, dont on sait qu'il sert par la dîme, au-delà de la barbarie de la mort des animaux, qui est indigne d'une civilisation du XXIe siècle. On ne va pas en plus permettre à nos ennemis de financer le combat révolutionnaire par la prescription d'une dîme sur l'abattage rituel. Bien évidemment, toutes les mesures qui ont été prises, le ramadan dans les boîtes et tout, ça c'est terminé. C'est-à-dire, il n'y a plus de visibilité de l'islam, et celui qui veut contourner les lois, disons, contre la visibilité de l'islam, c'est très clair, il est expulsé sur le champ. Ça, c'est une première chose, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce qu'on va arrêter une hémorragie. Mais l'hémorragie, on l'a subie depuis 20 ans. Sur les chiffres, s'il y a 10 à 12 millions de musulmans, même si on arrête ça, avec la démographie, ils vont gagner. Donc, il faut renvoyer massivement, moi je le dis bien massivement, par la remigration, il faut renvoyer massivement tous ceux qui, par leur attitude, nous ont imposé le voile, tous ceux qui, par leur attitude, ont voulu nous imposer le halal, tous ceux qui ont fait pression sur les élus pour qu'ils leur construisent une mosquée, bref, tous ceux qui se sont comportés comme des prosélytes de l'islam et comme des ennemis de nos valeurs. Et nous n'avons mais aucun scrupule à avoir, au nom du principe de précaution, à virer de France ceux qui se comportent comme nos ennemis, qui se comporteront comme nos fossoyeurs et qui se comporteront comme des assassins et comme des gens dont on sait le traitement qu'ils réservent aux perdants et aux dénis. Il en va de notre sécurité, il en va de notre survie, du survie de notre civilisation. Et ceux à qui ça poserait un problème moral. Je vais citer 2 anecdotes historiques. En 1962, en Algérie, vous aviez 8 500 000 habitants. Malgré les accords d'Évian ont été violés immédiatement, et au nom de la valise ou le cercueil, vous avez 1 million de Français qui étaient présents depuis 3 ou 4 générations sur cette terre, qui ont été chassés du jour au lendemain. Il y en a 1 million qui sont partis. Je ne dis pas ça du tout par une volonté revancharde. Je dis qu'il y a des phénomènes historiques qui montrent que dans des périodes exceptionnelles, ce qui paraît impossible peut arriver. Et le deuxième exemple, c'est les années 45, avec ce qu'on a appelé la migration des Sudètes. C'est-à-dire que on va dire que la guerre de 45 avait laissé tellement de traces dans des pays comme la Pologne, dans des pays comme la Tchécoslovaquie ou la Roumanie, que vous aviez des personnes d'origine allemande qui étaient là également depuis 3 ou 4 siècles, qui ont été chassés manu militari d'une manière très brutale, et vous avez 12 millions de personnes qui, entre 1945 et 1947, se sont retrouvées chassées de leur terre et se sont retrouvées en Allemagne. Encore une fois, je ne dis pas que c'est bien, je dis ce sont l'histoire, et l'histoire est cruelle. Tout ça pour dire que s'il y a des décisions à prendre
et s'il y a des décisions à prendre pour sauver notre civilisation, pour empêcher nos enfants et nos petits-enfants de devenir des dhimmis, de vivre dans les conditions des pays musulmans que décrivait Majid, moi, ce genre de formule, l'interdiction de l'islam sur le territoire français, et d'autre part, qu'ils soient français ou pas, parce que là c'est pareil, on nous fait le coup de ils sont français, et alors, l'asile ça existe, l'ostracisme ça existe, ça a toujours existé. S'ils sont français, qu'ils se comportent comme des ennemis de la France et qu'ils n'ont jamais été français de cœur mais français de papier, ils n'ont rien à faire en France, et s'il faut sauver la France, notre civilisation, nos valeurs, notre liberté, le rapport que nous avons aux femmes, la liberté de confiance, la laïcité. S'il faut prendre toutes ces mesures, il faudra les prendre, parce que ne pas les prendre, c'est accepter la défaite. Alors, il y a effectivement deux points de divergence qui me distinguent un petit peu de l'avis de Pierre. En fait, il faut comprendre une chose. La France tient sur un socle de valeurs et d'idéaux intellectuels et d'idéaux moraux. Je peux pas m'autoriser la facilité langagière de dire les musulmans sont mes ennemis ou nos ennemis. D'abord, je ne parle qu'en mon nom. Et pour moi, un musulman, par définition, c'est quelqu'un qui a une foi. Pour moi, le mot religion, en fait, potentiellement, tout est religieux ou rien n'est religieux. Pour moi, quelqu'un qui croit très fort en un politicien qui nous promet monts et merveilles demain, c'est autant une religion qu'une religion qui propose un salut post-mortem, un Dieu démiurge, avec un paradis et un enfer. Religion, pour moi, potentiellement, tout est une religion. Même un parti politique, potentiellement, ça peut être une religion. Et je ne peux pas non plus extraire les musulmans dans une globalité du peuple français. Pour moi, le peuple français, dans notre pays de liberté, et c'est ça l'ironie du sort, c'est que, en fait, le peuple français est un peuple divers. Il y a des gens qui croient en ce qu'ils veulent, dont des croyances qui me sont antagonistes, qui me sont opposées. Pour moi, je définis la criminalité de la façon suivante. Pour moi, les seuls crimes, en fait, qui m'embêtent, pour moi, un crime, c'est un acte direct qui a une conséquence physique ou matérielle sur une victime. Et c'est juste croire en l'islam, pour moi en soi, c'est pas un crime, c'est pas à criminaliser. Et je vois pas comment on peut interdire une religion, je vois pas comment on peut interdire une idée. À la limite, son idée d'interdire l'islam, la seule chose que ça peut faire, c'est qu'au moins ça peut lancer un débat dans la société, pourquoi pas. Ça obligera nos médias à s'éverrouiller, où les seuls musulmans qui ont droit de citer à la télé ou à la radio, c'est des musulmans. En fait, sur l'islam, si vous voulez, par exemple, à la télévision française, on n'invite que des musulmans pour commenter, par exemple, les attentats terroristes, pour parler de l'islam. C'est évident qu'ils vont que défendre un point de vue pro-musulman. On n'invite jamais d'anciens musulmans. Les débats sur l'islam à la télé, c'est les très pour contre les pour. Il n'y a jamais de possibilité que nos opinions à nous soient défendues et puissent s'exprimer. Donc à la limite, ça pourrait lancer un débat. Mais une religion à interdire, il n'y a rien de plus facile à contourner. Par exemple, il y a des partis politiques qui disent on interdit le voile des musulmanes dans l'espace public, ou la kippa éventuellement, du coup, et c'est des signes ostentatoires, mais les religieuses peuvent garder leur tenue à elles, parce que elles font partie du personnel clérical. Moi je dis c'est facile à contourner pour les musulmans, demain ils font évoluer leur religion, et ils estiment que n'importe quelle musulmane peut devenir l'équivalent d'une religieuse. Un État laïque, pour lui, tout est une religion ou rien n'est une religion. Du coup, demain, s'ils le veulent, tous les musulmans, ils disent dorénavant, on a relu des parchemins, finalement, toutes les femmes musulmanes, potentiellement, c'est l'équivalent de vos religieuses, elles ont juste à passer 1 minute toutes les semaines dans les mosquées. Elles mettent les pieds, elles sortent, ça y est, on considère que c'est des religieuses, elles ont fait leur devoir, de toute façon, on ne sait pas ce qui s'y passe. Il n'y a rien de plus simple que de contourner l'interdiction d'une idée. Et dans un état de droit en plus, si vous voulez, comme le nôtre, en fait on a des millions d'habitants musulmans. Moi j'essaie de penser de façon intelligente et efficace, et attention, je ne dis pas que tu n'es pas intelligent ni efficace, mais j'essaie aussi de m'adapter à la situation même si elle me déplaît. Et comme je le dis souvent en plaisantant, les musulmans sont trop nombreux en France pour que l'islam soit considéré comme une secte. Voilà. Si vous voulez, s'il y avait 1000 musulmans en France, il y a longtemps que ce serait considéré comme une secte.
S'il y avait 0 musulman dans le monde occidental, qu'il y avait un continent isolé qui s'appelait l'islamie, que les musulmans y vivaient entre eux avec leurs lois barbares exprimées à leur paroxysme, on n'en aurait rien à faire de l'islam. Mais vu qu'ils sont des millions en France, qu'ils ont un poids non négligeable, et dans nos élections à 2 tours, je peux vous dire qu'une élection entre deux, ça se joue souvent à 2, 3, 4, 5%, 6%, mais pas plus, les musulmans peuvent concrètement choisir qui sera notre futur président. Malheureusement, je ne suis pas sûr que ce soit un signal cohérent et efficace, le fait de dire à des millions de notre population, écoutez, on interdit votre religion. Moi, je préfère peut-être un travail de pédagogie. Moi j'ai toujours listé 5 solutions réalistes. En fait, il y a des solutions, il faut les voir comme des investissements à moyen et long terme, pas tout de suite à court terme. Je pense que sa solution à court terme, ça crée tout de suite une guerre civile. Moi, j'ai toujours listé les 5 mêmes solutions. Premièrement, empêcher la victoire démographique. Ça veut dire tout de suite arrêter le regroupement familial, même couper au maximum l'importation de musulmans dans notre pays, bien évidemment en argumentant, pas dans un argumentaire mis-islamique, mais pouvoir dire simplement que notre pays a déjà suffisamment de problèmes sociaux, on a suffisamment de pauvres, la France c'est pas un puissant fonds à logement et à emploi, à un moment donné c'est pas possible. On doit limiter très 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 fortement l'immigration. Notamment de pays qui nous ramènent massivement des gens qui posent problème et qui suroccupent nos prisons par rapport à la proportion qu'ils sont censés représenter dans la population française. Le deuxième moyen, pour moi, il est éducatif. Il faut qu'à l'école, on n'ait pas besoin forcément de critique théologique, mais il faut qu'on réussisse, nous les patriotes, à cesser de se diviser sur des sujets cosmétiques, à gagner le pouvoir au Parlement et à avoir un président, et à réussir en fait à faire des critiques dans les programmes scolaires pour éduquer les Français de demain, à critiquer les conséquences de l'islam politique, de l'islam juridique, de l'islam théologique dans ces programmes, et à donner à nos enfants les outils nécessaires pour qu'ils puissent en déduire les causes qui aboutissent à ces conséquences. Par exemple, dans le programme scolaire, on peut étudier de façon faussement naïve, on va dire aux élèves, on va étudier tous les points communs des pays musulmans dans le monde, leurs points communs qui les distinguent des autres. Ça va être très rapide, c'est que des points communs qui jettent l'opprobre fortement sur l'islam, puisque les terres d'islam sont des endroits absolument horribles et abjects pour les femmes, pour les libres penseurs, pour les gens qui veulent aimer librement. Et aussi, on peut s'amuser à essayer de donner dans les programmes scolaires les outils intellectuels nécessaires pour faire comprendre à la jeunesse ce qui distingue l'islam, le monde musulman, du reste du monde. Et là encore, il y a une possibilité de pouvoir faire un investissement à moyen et long terme sur les gens. Et ce travail de pédagogie peut aussi se faire auprès des adultes. Malheureusement, tous nos médias mainstream sont totalement verrouillés. Radio, télévision, journaux. C'est pour ça que moi je proposerais, dans l'idéal bien évidemment, c'est pas ce que je propose moi à titre personnel, je ne propose rien. Moi je suis un intellectuel, un essayiste, j'essaie d'influencer les gens, le peuple et éventuellement des politiciens. Moi j'aimerais qu'on ait dans les élections législatives, en tout cas qu'on ait la proportionnelle intégrale et que les 3 ou 4 premiers partis majoritaires en France, dans une législative intégrale à un tour, puissent obtenir la direction de télévision et de radio pendant la durée du mandat législatif. Au moins, ça permettra à peut-être un parti anti-islam, parmi ceux installés, ou en tout cas un nouveau parti qui pourrait émerger, on sera loin de la logique à 2 tours, de pouvoir espérer obtenir un média et que n'importe quel Français lambda puisse zapper à la télévision ou écouter sa radio, et qu'au moins il ait la possibilité, cet outil, au-delà de l'outil internet, de pouvoir écouter une chaîne qui donne un avis différent sur l'islam, sur l'immigration musulmane. Parce que pour l'instant, faut être réaliste. La télévision ne fait que défendre le sans-frontiérisme. L'islam, c'est vu comme quelque chose d'exotique et de formidable. J'appelle ça, en plaisantant, le bouddhisme des bédouins. Ça chatouille l'imaginaire du bobo de base. Mais l'islam, c'est un ordre politique et juridique. Ça ne se résume pas à des pâtisseries au miel, du charme de serpent et à des babouches. Malheureusement, c'est pire que ça. Et il n'y a pas besoin forcément de connaître les lois islamiques. Il n'y a qu'à faire des constats cliniques et historiques. L'islam a toujours été un ordre politico-dogmatique dominant, qui nous est nuisible. Et enfin, les 2 dernières solutions que je peux éventuellement proposer, c'est toujours dans une idée d'investissement auprès de la jeunesse et auprès des populations, par exemple, un service civique auprès d'adolescents entre 15 et 18 ans qui peut durer plusieurs mois, où véritablement on peut faire comprendre aux gens la réalité du terrain et les sensibiliser
au fait, à toutes les populations, même des musulmans, même des jeunes musulmans, au fait que la France, c'est un pays de liberté et qu'on a le droit de dire ce qu'on veut, on a le droit de détester l'islam, on a le droit de le dire publiquement. Actuellement, nos politiciens n'insistent pas suffisamment là-dessus. On a des lois, on devrait les appliquer. On devrait avoir le droit de critiquer l'islam. Je vais même dire quelque chose de choquant, mais je m'en fiche. Je devrais avoir le droit, moi, sur YouTube, de mettre une vidéo où je brûle le Coran. Ça devrait être une liberté qui ne devrait pas être criminalisée. Je brûlerais ce livre comme si, par exemple, je pouvais brûler Oui Oui à la plage ou n'importe quel autre livre. On s'en fiche complètement, mais l'idée c'est qu'on ne peut que entretenir la susceptibilité des musulmans à s'habituer à eux, à s'habituer à leurs exigences, à leur susceptibilité fortement supérieure à la moyenne, à échelle macroscopique en tout cas. Voilà, moi je pense qu'il y a peut-être une solution qui ne me plaît pas forcément, mais je suis réaliste. Je crois qu'un jour on va avoir du vivre à côté ensemble et que la France va y avoir une partition de la France en fait. Je pense qu'il va y avoir des zones séparées de différentes personnes. Il y aura peut-être des zones contrôlées par les musulmans, par la charia, et des zones libres de la charia. C'est peut-être un moyen à court terme qui va s'installer, qui va se mettre en place pour pouvoir coexister du mieux possible. Peut-être ça ressemblera au Proche-Orient, c'est ce que je ne souhaite pas, mais en tout cas j'essaie d'être réaliste. Voilà, pour terminer, simplement pour conclure, la dynamique dans laquelle on est actuellement, on avait 5 mosquées en 1965, aujourd'hui on en a plusieurs milliers. Si ça c'est pas de l'islamisation de la France, mais enfin voilà, faut pas être hypocrite. Les musulmans ont une part de plus en plus importante dans notre pays, un jour ils seront majoritaires malheureusement. Je préfère faire un travail de pédagogie et d'investissement à moyen et long terme, et éventuellement d'expulser et de dégager toute personne de la France voilà, qui enfreint les lois, même si ça expulsera peut-être plus de musulmans que d'autres si jamais on veut se focaliser sur des types de crimes précis où apparemment ils sont surreprésentés, mais malheureusement il faut faire un travail intellectuel et de pédagogie auprès des populations musulmanes et non musulmanes, plutôt que l'investissement à court terme qui consiste à dire dorénavant l'islam c'est caca, c'est criminel, on va obtenir une guerre civile. Moi franchement, dans l'absolu, vraiment dans un monde idéal, fermer toutes les mosquées, de façon inverse, je dirais, si on ouvre une mosquée, c'est pas pour y enseigner oui oui à la place, c'est pour y déifier auprès des jeunes un livre qui criminalise la liberté de penser, qui est anti-républicain. Pour moi déjà, on ne devrait pas en construire de nouvelles dans la mesure où c'est clairement un lieu où on enseigne le contraire de nos lois, le contraire de nos valeurs. Mais je pense que du jour au lendemain, expliquer qu'on ferme toutes les mosquées et qu'on interdit l'islam, je pense que ça peut sembler être bien à court terme, mais ça va juste diviser les gens, ça va juste, ça peut créer la guerre civile là maintenant tout de suite. Il vaut mieux essayer de créer un débat dans le débat dans l'agora, dans l'agora publique, et essayer au moins de défendre notre point de vue. Je crois en le bon sens populaire, je crois en le fait que la majorité encore divisée sur des sujets secondaires peut réussir à essayer de vaincre cet ennemi et aussi convaincre des musulmans peut-être d'abandonner l'islam ou tout du moins de regarder la réalité en face de ce qu'est l'islam. Petite conclusion tous les deux. Il y a peut-être des questions de la salle, non ? Oui, non. Je veux bien faire une conclusion. Après, le débat pourrait terminer. Moi je réponds aux questions de la salle. Moi je veux bien faire une petite conclusion. Je veux bien faire une petite conclusion, 1 minute éventuellement. Oui, je voudrais vous expliquer juste une chose, en fait, c'est que les musulmans ont beau être majoritairement pacifistes, en fait, vous pouvez les prendre les uns après les autres isolément. Vous leur demandez, est-ce que pour toi, l'égalité homme-femme, c'est important ? Est-ce que l'islam, c'est une religion de paix ? Ils vous diront que oui. Mais ils ont beau être majoritairement pacifistes, en tout cas ils le prétendent, ils ont beau être majoritairement n'être ni islamistes ni djihadistes, c'est une constante. Les musulmans majoritairement ni islamistes ni djihadistes se choisissent systématiquement parmi eux des islamistes pour les gouverner et tolèrent systématiquement parmi eux les islamistes qui vivent parmi eux, qui les culpabilisent. Voilà, je voudrais juste insister sur ce point parce que la majorité des musulmans ne représente pas un danger direct isolément, mais c'est une constante. La majorité quiétiste des musulmans se choisit systématiquement parmi eux des islamistes pour les gouverner parce que ça vient de leur culture. Ils ont une culture de domestication personnelle qui en fait qu'ils n'ont pas tellement de velléité politique. Et en fait, ça n'intéresse parmi eux que les islamistes. Et je pense même qu'une bonne partie des islamistes parmi eux ne sont pas du tout musulmans, font semblant d'être musulmans pour pouvoir acquérir du pouvoir, en avoir sur leurs ouailles. Et c'est très confortable d'être un politicien musulman, puisqu'on prétend défendre l'islam, on prétend défendre l'islamisme. Et dès l'instant où il y a une opposition qui vient contre soi, une opposition laïque, une opposition droit de l'homiste, il suffit d'alerter la foule, la masse hébétée, et de leur dire « Vous avez vu ? Il est moins musulman que moi, il va me déloger de mon pouvoir, moi qui défends plus l'islam que lui, et ça suffit à contenir
à contenir, à intimider une éventuelle alternative droit de l'homiste ou laïque qui vise à défendre plus de liberté envers les femmes, envers les individus. Voilà, je voulais simplement expliquer que même si les musulmans, isolément et à échelle macroscopique, peuvent sembler pacifiques et le sont dans leur comportement, ne transgressent pas nos lois, malgré tout, moi j'estime que ça représente un danger demain quand ils seront majoritaires, parce que quand ils auront le choix entre un candidat président au second tour islamiste et un mécréant, ils choisiront l'islamiste parce qu'ils choisiront celui qui déifie le Coran et qui respecte le Coran, et du coup ils se sentent cette allégeance commune et ce point commun, plutôt que le mécréant qui mange du porc et qui lui ignore le Coran. Voilà.